Bonjour à tous, bienvenue à vous en ce lundi matin. On espère que vous avez bien profité de ce magnifique week-end ensoleillé. On va bien commencer cette semaine, on va vous accompagner pendant 45 minutes. Et on va commencer avec vous, Olivier, bonjour. Bonjour Laurence. Comment ça va? Mais super. Impeccable. Bon, avec vous, en conso, on ne sera jamais des gogos et ça se confirme ce matin. On va parler de quoi? D'emballage et de suremballage. Oh là Je vais là vous faire manger du carton, vous allez voir. Pas très Boire digeste. un peu de tout ça. plastique. Ah non, surtout pas. Ah non. Bon, allez, ça tombe bien, Olivier, parce que le suremballage, c'est le thème du jour. Il n'est jamais trop tard pour changer nos mauvaises habitudes. Il suffit de quelques efforts au quotidien et d'un peu d'huile de coude parfois. Nous écouterons 2 témoignages de famille zéro déchet. Et puis nous nous intéresserons aux femmes entrepreneuses. Ça bouge beaucoup en Bretagne. Le réseau Bouge ta boîte lancera à Rennes ce jeudi 19 septembre son tour de France pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin avant de faire escale dans 10 autres villes de l'Hexagone. Sans oublier l'ami Billy que nous retrouverons bien entendu à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter. Voilà pour le sommaire. Emballé, c'est pesé. Allez, vous l'avez compris, le thème du jour, c'est le suremballage. Ça vous inspire, ça, ma chère Catherine? Mais oui, mais totalement. Parce qu'Olivier a dit qu'il allait nous faire bouffer du carton, voire du plastique. Manger, j'ai dit. Pardon. Ah oui, oui. Et ben c'est peut-être déjà le goût qu'ont les aliments qui sont dans ces emballages, Olivier. Mais en tout cas, qui dit emballage, suremballage dit emballage, et qui dit emballage dit cadeau. Voilà, c'est bientôt Noël. Ah ouais. C'est très Comme bientôt ça, Noël. 3 mois avant, vous y pensez déjà. On est les premiers à en parler sur France 3 Bretagne, parce qu'on est toujours en avance aussi C'est sur comme pour les sujets. fournitures, quoi. Dès le mois de mai, ça y est, on met des cartables et tout dans les rayons. Parce qu'on avait hésité à parler de la rentrée scolaire en juin. Ouais. On s'est fait dépasser par la grande distrie, Laurence. À peine on avait mis le maillot qu'il y avait déjà les trousses et les cartables dans les rayons. Mais cette fois-ci, on ne se laissera pas avoir. On vous parle de Noël tout de suite. Alors, Noël, donc cadeau. Forcément, toutes ces séances de déballage de cadeaux que vous aurez mis à peu près 2 heures à faire avec les coins, les petits bouts de scotch, etc. Amoureusement, quand même. Ah ouais, Amoureusement, oui. et qui seront arrachés et déchirés sans aucune retenue et sans aucun intérêt d'ailleurs par les gens qui recevront les cadeaux. Eh bien, d'ailleurs, non, pardon, petite note quand même, pour les gens qui font la blague de prendre un tout petit cadeau et de l'emballer plusieurs fois, vraiment le mettant dans des contenants, voilà, de sorte à vous faire ouvrir, voilà. Vous connaissez mon sens de la mesure, Laurence, mais je pense qu'on devrait les mettre en prison, ces gens-là, non seulement pour éviter le suremballage, mais parce que c'est complètement sadique, quoi. On a un cadeau immense comme ça et on se retrouve avec un tout petit bidule. Bref, voilà, je m'emballe. Voilà, je vais vous présenter, puisque oui, je suis capable aussi de vous offrir un peu de culture. Je vais vous présenter l'art ancestral du furoshiki, qui est un art japonais, furoshiki, qui veut dire étalé au bain. Donc les Japonais utilisaient des grands morceaux de tissu carré, vous en avez de toutes formes, de toutes tailles. C'est magnifique, regardez, c'est splendide. C'est pas moi qui range le plateau après. Et donc le furoshiki, vous allez pouvoir emballer votre cadeau. Et là, imaginez, ces pâtes étaient emballées à l'unité. C'est honteux. Bien sûr que non, je les ai achetées en vrac. Donc voilà, et vous allez pouvoir gentiment emmailloter votre cadeau dans ce bout de tissu. Et voilà, regardez. Qu'est-ce qui se passe? C'est presque sensuel, en fait, ce qui est en train de se passer. Bam, bam, voilà, paquet cadeau. Vous pouvez l'offrir à la personne. Et bien sûr, vous réutilisez le furoshiki. Ah, vous réutilisez les cadeaux aussi ou... Oui, parce que je les réoffre après. Les cadeaux que je reçois, moi, je les réoffre à des gens. C'est pas mal, ça. Oui, c'est un bon c'est pas concept. mal. On en parlera, en tout cas, beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces sur ce plateau dès ce matin, Laurence. Une mauvaise nouvelle quand même, les jouets sont arrivés dès le 31 août en grande distribution chez Jiffy, dont vous avez été battus. Je suis vraiment désolé. Si, j'ai même Encore des une images. fois. Bon, la prochaine fois, on parlera de Noël en juin, c'est promis. Voilà. Allez. Le suremballage, eh bien, on va voir tout de suite en images. C'est dingue la quantité de déchets plastiques et de carton que je peux jeter toutes les semaines. La photo sur emballage, mon ami. Et oui, aujourd'hui, le suremballage est devenu un vrai gros problème. En France, 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année, dont 2 millions rien que pour les emballages. Et 79% de nos déchets plastiques se retrouvent dans des décharges ou dans la nature. Si on continue comme ça, on estime qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les mers et les océans. Ça y est, vous vous sentez concerné maintenant? Alors me direz-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on ne le redira jamais assez, le consommateur a un pouvoir. Évidemment, privilégier les produits avec moins d'emballage, mais aussi les produits concentrés et ceux qui fonctionnent avec des recharges. Et plus efficace encore, acheter en vrac.
C'est possible dans tous les magasins bio, mais d'autres s'y mettent, y compris les grandes surfaces. En plus, ça vous permet de choisir la quantité que vous voulez. Et grosse nouveauté, une célèbre enseigne d'hypermarché autorise même maintenant le consommateur à venir avec son propre contenant, une boîte ou ce que vous voulez, quand vous achetez à la coupe au rayon charcuterie ou fromage. Alors, emballez! C'est pesé. Allez, c'est parti. Avec vous, Olivier, on va tordre le cou à toutes les idées reçues en matière d'emballage. Alors, Et il y en a un paquet. Sans vouloir expliquer ou justifier le fait qu'il faille des emballages, je voudrais vous convaincre quand même de 2-3 idées qui vont un peu à contre-courant de ce que l'on va dire ensuite. Donc, au moins, ça sera fait. D'abord, l'emballage a parfois un rôle, et il faut l'accepter. Je vous ai amené quelques yaourts. Vous voyez, quand vous avez des yaourts par 4, si je vous les vends, hop, vous voyez, déjà, voilà. ça ne tient plus. Ouais. Donc, après, on peut les acheter à la pièce, mais néanmoins, pour les consommateurs, ça peut avoir un rôle. Le deuxième exemple, c'est évidemment de la salade. Vous direz, vous aurez qu'à acheter de la salade non préparée, mais pour ceux qui veulent absolument de la salade 4e gamme, il vaut mieux quand même qu'elle soit en sachet. C'est accessoirement plus hygiénique et la qualité sanitaire est plutôt meilleure. Les Vous allez vous pizzas faire que des vous copains, achetez vous, en pour face. les enfants. Les pizzas que vous achetez pour les enfants. Bon, vous pourriez très bien utiliser qu'un seul film plastique. Si vous remarquez, on met toujours un carton à la base. Pourquoi? vrai, ouais. Parce que la pizza va se tenir mieux en rayon, parce que si je l'enlève, jamais vous allez l'acheter, parce qu'elle aura une apparence qui ne vous séduira pas. Et donc là, on touche du doigt déjà la responsabilité du consommateur, sans chercher à dédouaner le fournisseur ou le distributeur. Il n'empêche que si j'enlève ce carton ici, elle se vendra beaucoup moins. Et puis ensuite, de temps à autre, c'est la loi qui oblige au suremballage. Quand vous achetez des produits bio dans un magasin classique, ça veut dire chez Carrefour, chez Leclerc, chez Cora, chez Casino, et non pas dans un magasin bio spécialisé, il a l'obligation de séparer physiquement les produits bio des produits non bio. C'est la loi. Donc comment fait-il? Il vend les produits bio dans des sachets avec de l'emballage et du suremballage, puisqu'ici on a et un carton et un plastique. Ça peut paraître absurde, et je ne vous dis pas que je ne le pense pas, il n'empêche que c'est la loi. Ensuite, la deuxième idée, c'est les industriels ou les distributeurs ne font rien pour lutter contre le suremballage. Alors ça ne se voit pas toujours, mais ils font des choses, et je voulais vous illustrer 3 directions qu'ils suivent. Ils allègent autant que possible les emballages, parce que pour eux, c'est une économie. Et quand on arrive à faire rimer écologie et économie, évidemment, ça intéresse à peu près tout le monde. Cet emballage de jambon, il pesait 11 grammes l'année dernière, il pèse 9 grammes cette année. Donc on a gagné quasiment 20%. Ça représente à l'année 26 tonnes de plastique économisées par l'enseigne. Voilà, je vous le place volontiers, non pas sur le terrain de l'écologie, mais de l'économie, parce que c'est ça qui va les inciter à agir. Un autre exemple, quand vous achetez des plats cuisinés au rayon traiteur, ils sont parfois dans des emballages foncés. Et donc, lorsqu'ils sont... La pizza a fait un malaise. La pizza, oui, même avec un carton, elle n'a pas tenu. C'est dire qu'il en faut peut-être 2, en fait, des cartons. Bon, plus sérieusement, les emballages de plats cuisinés, quand ils sont opaques, ils sont souvent noirs. Dans les centres de tri, ils ne sont pas reconnus. Quand un industriel les fait passer en transparent, alors c'est peut-être moins joli en apparence, mais l'avantage, c'est qu'au moment du tri, ils seront reconnus, donc ils pourront aller dans des filières de recyclage, si bien sûr ces filières existent. Un autre exemple, très connu parce que c'est probablement le produit qui, en termes de vente, est le numéro 1 dans la grande distribution en termes d'actes d'achat. La bouteille de cristalline. Il y a 20 ans, cette bouteille, elle pesait 40 grammes. Vide, évidemment. Désormais, elle pèse 21 grammes. Parce que c'est l'intérêt de la marque et des coûts qu'il y a derrière, parce que transporter du plastique, ça ne l'intéresse pas. Mais accessoirement, elle a vu ses ventes baisser lorsqu'elle a descendu trop rapidement, parce qu'il y a un moment donné où en rayon, ça ne se tient plus. Et vous, consommateurs et moi, consommateurs, on a du mal à l'accepter. Donc désormais, elle est sur un palier. Elle n'est pas descendue en dessous de 20 grammes depuis déjà quelques années. La Donc, solution, c'est de boire de l'eau du robinet, comme ça. Bien évidemment, mais ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Et ensuite, je voudrais vous sensibiliser sur le rôle que nous avons, nous, consommateurs, quand on achète. Parce que c'est bien d'avoir des grandes idées, mais encore faut-il les mettre en application. Je vous ai porté 2 bouteilles de vin que j'ai achetées avant-hier en rayon. D'après vous, laquelle est la plus attirante pour le consommateur? Parce qu'il y en a une sur les 2 qui marchera toujours beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle une bouteille lourde. Parce que d'abord, elle est plus profonde ici. Regardez Catherine, je ne vous mens pas. Je la teste. Elle aura, elle aura en apparence quelque chose qui est plus qualitatif. C'est une bouteille qui est épaulée. Si vous regardez bien, elle a des épaules larges. Celle-là ne l'a pas. Mais par contre, celle-là pèse 1,5 kg rempli de vin. Celle-là pèse 1,2 kg rempli de vin. On transporte 300 grammes de plus. Et en termes de logistique, de transport, de coût carbone, c'est évidemment différent. Et puis enfin,
libre à nous de recycler. Vous voyez, je vous ai porté une bouteille d'eau. Alors, pour le coup, c'est une très très grande bouteille d'eau qui est faite en PET 100% recyclé. Mais pour avoir du PET recyclé, encore faut-il que nous, consommateurs, on mette les bouteilles d'eau, pour ceux qui en consomment, dans la bonne poubelle. Aujourd'hui, on est un peu plus de la moitié des bouteilles qui sont recyclées. Mais si on veut que davantage de bouteilles soient élaborées à partir de PET recyclés, il faut que nous, consommateurs, nous remplissions la bonne poubelle avec des matériaux à recycler. Sinon, on n'aura pas de matériaux recyclés dans les rayons. C'est pour vous dire que c'est un peu plus subtil qu'on l'évoque souvent en évoquant que l'emballage est la plaie de la consommation. Il y a des moments où c'est indispensable, il y a des efforts qui sont faits, et puis surtout, on a un rôle, nous, consommateurs, à jouer. Mais je pense qu'on va y revenir dans un instant. On va y revenir dans pas longtemps, mais je voudrais quand même réagir d'abord. Pourvu qu'on ait l'ivresse. Clément et puis Aurélie, vous êtes tous les deux engagés dans des démarches zéro déchet. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire Olivier? Ça fait mal de voir tous ces Ça le paquets. laisse. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Non, mais c'est assez drôle de voir la réaction. On est très orienté vers le recyclage aujourd'hui. Enfin, la société nous explique que le recyclage, c'est la panacée, c'est la réponse à tous nos problèmes. Mais aujourd'hui, le problème, notamment des bouteilles d'eau, c'est que je veux bien qu'on fasse des bouteilles d'eau en plastique recyclé à 100%, mais à chaque fois qu'on recycle une bouteille d'eau, on a de la perte, on utilise de l'énergie. Donc forcément, on va aller quand même chercher des nouvelles ressources naturelles et on va utiliser de l'énergie qu'on fait avec la ressource naturelle pour pouvoir créer des nouvelles bouteilles d'eau, alors que en fait, on peut s'en passer. Ouais. C'est un exemple assez parlant. Vous dites qu'il faut, quand on boit 1 litre d'eau dans une bouteille en plastique, en fait, on en consomme réellement. C'est exactement. 3. On consomme 3. En fait, il faut 2 pour faire une bouteille d'eau d'1 litre. Il faut 2 litres d'eau environ pour la produire. Mais il y a, j'ai envie de dire, je perds mes mots. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Tant pis. On a eu un truc qui allait venir, mais, ouais, mais le chiffre est tout à fait parlant. Ce que font les consommateurs, à partir du moment où la majorité consomme des bouteilles d'eau, ok, on peut changer le consommateur, mais on peut aussi faire en sorte que sur cet état de fait, on essaye d'améliorer la situation en évoquant le recyclage. C'est pas la panacée, mais malgré tout, c'est j'ai retrouvé ce que je mal. voulais dire, je vais y revenir. La question que je pose souvent aux gens, c'est à votre avis, dans une usine, par exemple, dans les usines cristallines, qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique du PET, Voilà, on lequel fabrique on pas met de de l'eau, on fabrique du plastique. Bah oui. Donc en fait, ces usines-là fabriquent du plastique. L'eau, on en trouve partout. Il n'y a pas besoin d'usine pour fabriquer de Il l'eau. faut quand même juste une source et qu'elle soit sécurisée. C'est un peu plus subtil que ça quand même, parce que si la composition varie trop, on n'aura plus le droit de la mettre dans le plastique D'accord. qu'on a fabriqué. Allez. Quand même. Très bien. Et par contre, quand on boit de l'eau du robinet, elle est testée, Enfin, testée, c'est d'ailleurs, je pense, Elle est potable. la chose la plus testée en France, c'est peut-être l'eau du robinet. Et alors, il peut y avoir des pesticides, des résidus, machin, qui est dedans. Mais dans de l'eau, dans une bouteille plastique, malheureusement, on boit un peu de plastique aussi. Bon, on y reviendra tout à l'heure. On va tout de suite aller voir une autre initiative écologique, Saint-Évarzec dans le Finistère. Vous allez découvrir une entreprise bretonne qui imprime sur feuille de pierre, un procédé innovant puisque sa confection ne nécessite ni bois ni eau, justement. Gonaël Bron et Stéphane Sauvillier se sont rendus sur place. Cela ne saute pas aux yeux, mais ce livre a été imprimé avec du papier de pierre. C'est plutôt au toucher qu'on voit la différence. Alors demain, nos enfants liront-ils des livres faits à base de pierre? Pascal Parmentier est imprimeur à Quimper. Avec la CCI, il s'est rendu à Taïwan dans l'une des rares usines de fabrication de ce papier. Séduit, il en a importé une cargaison pour la tester. On prend de l'eau. Et donc, comme vous voyez, l'eau ne passe pas à travers. Avec 3 associés, il a créé la start-up Armen Paper afin de développer le marché en France. Constituée à 80% de calcaire et 20% de résine, la feuille de pierre présente plusieurs avantages. Écologiquement, elle économise énormément d'eau parce que là où il faut 60 000 litres d'eau pour faire 1 tonne de papier cellulose, et où on coupe 18 arbres, là, il n'y a pas besoin d'eau. La seule eau dont on se sert, c'est celle qui sert à refroidir la machine qui produit et à les recycler en permanence. Naturellement étanche, le papier de pierre attire déjà les pépiniéristes ou les restaurants. Pour l'impression, aucune machine spécifique n'est nécessaire. L'imprimerie cloître est la première en France à l'utiliser. Aujourd'hui, les papiers de création permettent beaucoup de choses aussi, soit par le toucher, soit par l'odeur, soit par la texture, le fait qu'ils soient indéchirables, le fait qu'ils puissent tremper dans l'eau et sans altérer la qualité du document. Ça, c'est des options que nous donne notamment l'Armen Paper qui nous permet de proposer des alternatives différentes de communication à nos clients.
Aujourd'hui, la matière vient de Taïwan, mais Armen Paper voit plus loin et projette de créer une usine localement avec de la pierre bretonne. Le granit est trop dur, mais le kaolin de Plumeur ou l'Oquefret pourrait faire l'affaire. Alors, Clément Le Fur est avec nous, le président de Zero Waste Cornouailles. C'est une association qui milite pour le zéro déchet, bien sûr. Et puis Aurélie Bontonneau, merci d'être avec nous. Vous êtes une famille qui participe au défi Famille Zéro Déchet dans le pays de Morlaix. J'ai envie de vous demander, Clément, qu'est-ce qui vous a, on va dire, quel a été le déclic pour vous lancer dans cette initiative du zéro déchet? Alors moi, le déclic, il est survenu avec ma femme dans un voyage qu'on a fait en Dominique, qui est l'île qui est située entre la Martinique et la Guadeloupe, pour vous situer. Et on a été dans un hôtel qui est une éco-lodge. Et on s'est retrouvé dans l'hôtel avec, quand on est rentré dans la chambre, il y avait 2 gourdes à disposition. Et en fait, pour tout l'hôtel, c'était pareil. Donc on avait 2 gourdes et il y avait des robinets dans tout l'hôtel où on pouvait se resservir. Donc au lieu de fournir des bouteilles en plastique, comme on l'a vu tout à l'heure, et de les jeter, au final, on avait une gourde qu'on pouvait remplir régulièrement. Ça, vous vous êtes dit, donc c'est possible. Et on s'est dit, c'est pas une mauvaise idée, peut-être qu'on peut aller plus loin sur plein d'autres choses, quoi. Alors du coup, voilà, vous avez décidé d'aller plus loin. De quelle façon vous avez concrètement changé vos habitudes? Alors, ça commence par quoi? On a commencé, alors j'ai amené quelques exemples ici. Moi, j'ai commencé par ça, un sac en tissu pour aller acheter du vrac. Alors au début, j'en avais quelques-uns. Alors une fois sur 2, je les oubliais à la maison, on va être d'accord. Mais au bout d'un moment, c'est devenu une habitude. Et maintenant, je ne sais même plus comment faire autrement. Et voilà, c'est une habitude. Donc une fois que c'est devenu une habitude d'utiliser des sacs et d'acheter en vrac, on a fait d'autres choses. On a commencé à faire nos produits nous-mêmes. Par exemple, là, c'est du déodorant. On est passé à base de quoi? À base de, alors celui-là, c'est l'huile de coco, de l'huile essentielle de titri, je ne sais plus exactement le reste de la recette, de la cire d'abeille, voilà, par exemple. Et un peu de sambon. Ouais, c'est l'huile essentielle qui fait l'odeur. Voilà. Alors j'en connais une autre, attendez, je vais revenir vers vous juste après, qui fait aussi son déodorant, c'est Aurélie. J'ai envie de vous demander quand même, Aurélie, est-ce qu'au début, ça a été évident pour vous de vous lancer dans ce défi famille zéro déchet? Comment vous en avez entendu parler? Alors, par le bouche à oreille, surtout au début, et beaucoup d'affiches publicitaires en fait sur le territoire de Morlaix. Donc c'est mon mari au départ qui... Alors, vous n'étiez pas très motivé, en fait. Non, j'avais peur que ça me rajoute des contraintes, en fait. Donc, lui, il insistait un petit peu. Et puis finalement, vous vous êtes fait accompagner, parce que c'est le mot, voilà. La communauté donc, il nous a inscrits dans le défi, qui dure 6 mois. D'accord. Donc vous avez commencé quand exactement? Alors, on a commencé en décembre 2018 et on l'a terminé en juin 2019. Après, le défi est fini, évidemment, on continue l'aventure, ça ne s'arrête pas. Voilà, c'est vraiment une aide pour se lancer. Ah, tous les deux, avant de commencer le défi, chacun de votre côté, enfin, vous n'êtes pas forcément dans le défi, mais vous avez pesé vos déchets avant et après toutes les initiatives que vous avez prises? Alors moi, je ne l'ai pas pesé avant parce que ça s'est fait au fur et à mesure, mais j'ai pesé après. Et puis je me suis un peu comparé à ce que la population moyenne peut faire en termes de déchets, un Français moyen par exemple. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais divisé par plus de 20 mes déchets chez moi. Donc c'était quand même assez parlant de se dire, on peut facilement diviser, assez facilement, je vais dire, diviser ses déchets par 20 et, sans forcément changer tout son mode de vie. Alors vous disiez, je crois que c'est vous Aurélie qui disiez, quand on enlève le plastique dans la salle de bain, il ne reste rien. C'est vrai ça? Oui. Vous faites tout, tous les deux, les déos, les shampoings, presque tout? Moi oui. J'achète du savon solide et je fais le shampoing, le déo. Moi, je ne fais pas tout. Je ne fais rien, d'ailleurs. Non, ma femme en fait quelques-uns, mais après, j'achète une partie en vrac. La lessive, le gel douche. Voilà. J'ai à côté de chez moi des épiceries vrac ou même des Biocoop, des magasins bio en règle générale, qui vendent du vrac et donc je profite de ça. Donc on fait ces produits d'entretien, on fait ces produits de beauté. Et pour ce qui concerne les courses, vous allez, alors si vous emmenez vos plats en verre dans les magasins, dans les supermarchés, comment vous êtes reçus?
Alors moi, dans mon supermarché local, pour l'instant, ils les prennent pas. Ah oui, donc il y a des freins. Ouais. Donc par contre, j'ai envoyé un petit message et visiblement, ils sont... en tout cas, le projet, visiblement, d'y arriver... Il y a 2 enseignes qui le permettent aujourd'hui, Carrefour et Super U. Ouais. Si vous avez ces magasins à côté, dépend des magasins. Ça dépend, vous pouvez entre guillemets leur imposer de vous l'accepter, puisque c'est une posture nationale de l'enseigne. Voilà. Dans les autres, c'est à discrétion. Chez eux, en théorie, c'est partout. Dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on voit qu'il n'y a pas que ces 2 enseignes qui le font, il y a d'autres, mais c'est ponctuellement dans certains magasins. Aujourd'hui, il y a encore des freins dans la grande distribution, de par en fait, les textes de loi qui ne sont pas assez précis sur le nettoyage et la propreté du contenant. Et donc, ça leur met des freins. Alors, pour tout ce qui est, j'ai envie de dire frais, genre la viande, le fromage, on peut comprendre. Pour tout ce qui est sec, pâtes et tout ça, bon, c'est un peu plus... Voilà, mais aujourd'hui, c'est ça le problème. Il faudrait que la loi soit bien claire sur quelle est l'obligation du magasin et quelle est l'obligation du client pour que finalement on lève les freins. Mais il y a aujourd'hui, notamment Intermarché cette semaine, qui a annoncé qu'elle voulait aussi faire des magasins 100% vrac, avec des produits locaux et ainsi de suite, et bio. Mais il y a le vrac où on peut amener nos contenants et le vrac où il faut utiliser les contenants. Donc pour nous, si on essaie de faire du zéro déchet, mais si on doit utiliser le contenant qui est présent, c'est pas du zéro déchet parce qu'on utilise quand même un contenant, même si à l'arrivée dans le magasin, la matière qu'on va prendre n'est pas dans un contenant. Donc ça demande encore d'aller plus loin. Et nous, avec l'association, on discute avec la grande distribution, on essaie d'aller vers eux pour leur expliquer, pour voir leurs freins et pour voir vers où il faut aller et comment on peut modifier la loi pour que ça soit possible pour tout le monde. Quels sont les conseils que vous donneriez l'un et l'autre pour arriver très concrètement justement à diminuer les emballages chez nous? On a compris, donc le vrac, aller dans les épiceries en vrac, et donc tout avoir, on imagine, en bocaux. Vous avez tout ce qui est produits secs, c'est assez facile. Ça, vous y arrivez l'un et l'autre? Oui. Quels autres conseils? Est-ce qu'il faut tout changer d'un coup ou pas? Non, il faut pas... on est un peu entre 2 choses. C'est-à-dire qu'il y a l'urgence écologique qui nous dit ce serait bien de tout changer, de demain plus avoir zéro déchet. Et d'un autre côté, on est tous humains et l'humain a du mal à changer ses habitudes rapidement. Donc il faut y aller progressivement. On peut y aller vite ou doucement, mais il faut y aller par rapport à ce que nous, l'allure qu'on a décidé de donner. Et puis y aller par étapes. Et comme je disais tout à l'heure avec le sac en tissu, c'est-à-dire que moi, je l'ai commencé, c'est devenu une habitude et je suis passé à autre chose. En fait, du moment où on a passé quelque chose dans nos habitudes, après, on le fait naturellement et on peut passer à quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus haut niveau. On va commencer à faire ses produits, on va commencer à faire du compost, voilà. Donc on peut... Et c'est hyper gratifiant en fait. Déjà, c'est joli de voir les bocaux, les choses comme ça. Il y a des sacs en vrac qui sont très jolis, on peut choisir le tissu aussi. Et c'est gratifiant d'avoir réussi, ne serait-ce qu'une première course ou d'utiliser 1, puis 2, puis 3 sacs en vrac. Ça fait du bien quoi aussi, faire ces efforts-là. Et puis esthétiquement, moi, les gens qui viennent dans ma cuisine, ils trouvent ça joli. Il y a des bocaux partout, avec des choses jolies. Voilà, c'est super. Non, mais puis financièrement aussi, on peut s'y retrouver. C'est l'autre question. C'est-à-dire que financièrement, on achète exactement ce qu'on veut, donc on ne dépense pas des choses, on ne gaspille pas. Et avec un régime alimentaire, je veux dire normal, on arrive à faire des économies. Et on arrive à faire des économies aussi sur les produits d'entretien notamment, parce que moi, je n'ai pas 50 produits d'entretien différents, un pour les vitres, un pour le sol, un pour les toilettes, un pour le... Moi, j'ai quelques produits avec lesquels je fais tout. Pareil pour l'hygiène. Je n'ai pas une crème pour les pieds, une crème pour les mains, une crème pour le nez, une crème pour le... Donc voilà, la peau, c'est la même partout, donc j'utilise les mêmes produits. Ouais. On se fait accompagner également. Il y a un groupe Facebook qui s'est monté, là, vous, dans la communauté de commune de Morlaix. Racontez-nous un petit peu comment concrètement vous vous êtes fait accompagner, Aurélie, parce que c'est un atelier par mois, c'est ça? Alors, il y a plusieurs ateliers qui sont proposés dans le mois, un peu plus d'une dizaine, je pense. Et donc, on s'inscrit aux ateliers qu'on a envie. Donc, il y a des ateliers... pour la fabrication des produits, mais aussi pour la cuisine, c'est un peu un mélange de tout. Voilà. Plusieurs ateliers, oui. Donc c'est comme ça aussi. Et la page Facebook vous permet aussi de vous donner des astuces, de trouver des lieux d'achat qui sont compatibles avec la démarche, c'est ça? Oui, c'est ça. Dès que quelqu'un trouve un endroit, ça a été le cas notamment pour les verres consignés, les choses comme ça. Voilà, ici, vous pouvez y aller. Donc, et puis vous allez tous régulièrement au marché, ça c'est pareil, c'est une habitude que vous avez retrouvée, aller au marché. Aller au marché ou chez les producteurs directement. C'est vrai que si on va chercher le produit là où il est fabriqué, c'est plus simple d'éviter l'emballage. Alors que s'il doit être transporté, on l'a vu tout à l'heure, du moment où on a un transport, des fois on a besoin d'un emballage pour transporter le produit. Donc plus on va chez le fournisseur direct,
moins on a d'emballage. Ouais. Vous avez 2 filles, Aurélie, Oui. 2 adolescentes. Est-ce que ça a été facile de leur transmettre le message? Est-ce qu'il y a eu des réticences Au début, oui. Ça paraissait très compliqué, puis elles ont dû aussi changer certaines habitudes de consommation. Donc, et maintenant, ce qui est chouette, c'est que ma fille m'a dit l'année prochaine, elle sera étudiante. Elle m'a dit moi aussi, j'achèterai en vrac. Donc, Comme quoi, voilà. c'est gagné. Ouais, c'est ça. Julie, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes, vous, dans cette démarche de zéro déchet, ou en tout cas de diminution de vos emballages? Vous faites attention? Oui, alors moi je suis un peu dans l'illustration de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire j'y vais petit à petit. J'ai commencé à ne plus acheter de coton démaquillant, par exemple. Ouais. Des choses toutes simples. J'achète quasiment pas de bouteilles d'eau non plus. J'évite aussi tout ce qui est, on l'a pas dit, mais tout ce qui est produit préparé, les plats du midi, etc., parce qu'il y a énormément de plastique. Ouais. Et je pense que ça passe aussi par cuisiner plus, je crois, en tout cas, pour éviter d'acheter tout ça. Et en plus, on peut congeler, je veux dire, voilà. Donc moi, je suis plutôt petit à petit, comme vous l'avez dit. Et en fait, je me rends compte qu'on prend très très vite l'habitude. On a pris très vite l'habitude avec les sacs plastiques dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, ce serait choquant pour tout le monde si on devait, en prendre. Moi, j'ai voyagé l'année dernière et on m'a donné beaucoup de plastique, notamment aux États-Unis. Et mes enfants étaient frappés par ça. Donc, je me dis que la conscience avance quand même. Ouais. Les choses changent. Savoir s'adapter, c'est la force de l'espèce humaine. On peut encore le faire. Et puis, il y a des petits objets qui peuvent nous aider. Alors, vous êtes venu avec un petit objet un peu étonnant. Celui-là. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? Regardez. Un cure-dent si vous avez des grosses dents. Alors moi, je vous conseille de ne pas vous curer les dents après si vous l'avez utilisé pour sa bonne utilisation. C'est juste un petit conseil. Et que savez-vous de ce que j'aime faire? On ne va pas rentrer dans ce débat. Je veux pas savoir. Non, en fait, c'est un auriculi. C'est un objet qui permet de remplacer le coton-tige. Donc en fait, il faut se nettoyer les oreilles avec, sachant que normalement, on a aussi ce qu'on appelle un auriculaire. Qui marche très bien. C'est le principe, c'est le côté matériel de l'auriculaire. Donc voilà, c'est pour nettoyer les oreilles et pour éviter les cotons-tiges qu'on utilise 5 secondes et qu'on jette à la poubelle directement. Alors, il faut bien doser, par contre, le... Il ne faut pas se l'enfoncer. Non, il faut c'est juste ça, il faut faire attention le quand même. tour du bord. Voilà. Bon appétit, sinon. Oui, c'est ça, bon appétit. Allez, on va continuer à parler d'astuces, justement. On va tout de suite retrouver notre experte Aurélie de Bolloc. Chaque semaine, elle nous donne des idées pour nous faciliter la vie. Allez, regardez. Bonjour, moi c'est Clément, j'ai 20 ans et... Bonjour, moi c'est Daya. Bonjour, moi c'est Elodie. Bonjour, moi c'est Christophe. Je cherche toujours mes clés, c'est le bazar dans mon entrée. Alors Aurélie, j'aimerais que tu m'apprennes à faire un truc facile à faire. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Elodie. Bonjour Baya. Bonjour. On a tous passé 20 minutes le matin avant de partir de chez soi parce qu'on a perdu ses clés ou son portable. On va travailler sur un vide-poche qui soit à la fois pratique et esthétique. Donc la première étape de notre réalisation va se passer avec cette grille. C'est une grille qu'on a achetée dans une grande surface de bricolage, mais vous pouvez aussi en trouver dans les jardineries. Je vous explique la technique. Donc, on va procéder assez simplement, c'est-à-dire qu'on va suivre vraiment la partie métallique. Baya, c'est à toi? C'est parti. On n'applique qu'une seule couche. C'est une monocouche et c'est une peinture sans sous-couche préalable, ouais. Et voilà, donc là, c'est notre première étape qui vient de se terminer. Dans une demi-heure, quand la peinture sera bien sèche, on va la retourner et on fera l'autre côté. On va maintenant passer à la partie tissu et panneau d'agglo. Il faut un tissu particulier pour ça? Alors plutôt ce qu'on appelle une toile d'ameublement. Super. On retourne? Allez. Il faut que le tissu soit impérativement bien tendu. Donc on va avoir besoin d'une agrafeuse murale comme celle-ci. Impeccable. Donc on a maintenant terminé la deuxième étape de notre projet. On va pouvoir retourner notre plaque pour voir le rendu. Hop là! Magnifique! Okay, super. Il va falloir maintenant que tu prennes un clou et qu'on vienne fixer la grille sur son support. Donc voilà, là c'est super. On en plante tous les 2 carreaux à peu près. Ok. Voilà.
Voilà, maintenant notre vide-poche mural est à présent terminé. Il ne nous reste plus qu'à venir fixer des petites pinces ou des crochets pour pouvoir fixer des choses dessus. Vos clés, vos photos ou tout autre objet qui traîne dans vos poches et ainsi avoir un vide-poche organisé et esthétique. Wow. Merci. Merci Aurélie. Merci Aurélie. On résume. Munissez-vous d'une grille en métal et peignez-la à l'aide d'une bombe de peinture monocouche. Laissez sécher 30 minutes, puis peignez l'autre face de votre grille. Recouvrez votre panneau d'une toile d'ameublement et fixez-la avec une agrafeuse murale. Enfin, fixez la grille sur votre support à l'aide de clous. Laissez dépasser vos clous d'1 centimètre afin de maintenir votre grille. Et voilà pour les astuces. On va tout de suite retrouver Julie. Bonjour Julie à nouveau. Bonjour. Vous êtes manager chez Bouge ta boîte. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est ce réseau, parce que c'est un réseau. Ouais. Racontez-nous. Alors, Bouge ta boîte, c'est le réseau business féminin pour les femmes entrepreneurs qui souhaitent se réunir tous les 15 jours. Elles sont 25 métiers différents. Et l'objectif, c'est qu'elles partagent leurs expertises, parce que quand on est entrepreneur, on ne peut pas être à la fois commercial, marketing, juridique, etc. Donc l'objectif, c'est aussi que le collectif soit au service de leur quotidien et bien sûr de générer du chiffre d'affaires entre elles en se recommandant à l'extérieur. Donc c'est le principe d'un réseau, tout simplement, basé aussi sur la sociocratie. Donc avec un équilibre du temps de parole pour que chacune puisse bénéficier du savoir-faire de l'autre. D'accord. Là, on est bien, là, ça va en On est sociocratie. parfait. Moi non plus, je connaissais pas. Bon, on apprend des choses avec vous. Vous avez décidé de créer un tour de France de l'entrepreneuriat au féminin. Ça va commencer ce jeudi à Rennes. Oui. Alors, que va-t-il se passer très concrètement? Alors, c'est une idée un peu folle, mais à la fois géniale. On va à la rencontre des entrepreneurs du territoire. Donc, c'est 11 villes en 3 semaines. On commence à Rennes ce jeudi, puis Nantes, puis Bordeaux, etc. Et on fait le tour de France pour bouger les lignes de l'entrepreneuriat féminin, pour montrer qu'il y a un entrepreneuriat dans les territoires qui bouge, qui a envie de bouger ses boîtes, qui a envie d'innover, qui a envie d'inventer de belles choses et qui est aussi très collectif. Donc, l'objectif, c'est aussi d'aller incarner des rôles modèles aussi dans les territoires, parce que l'une des difficultés, c'est aussi de s'identifier à des femmes entrepreneurs auxquelles on a envie de ressembler aussi. C'est si compliqué que ça, aujourd'hui, d'être une femme chef d'entreprise? Alors, c'est pas compliqué. En tout cas, c'est bien d'unir ses forces, je crois, mais c'est valable pour l'entrepreneuriat, mais pour plein d'autres choses. Donc, en tout cas, unir ses forces, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a un chiffre, c'est que 5% des startups sont dirigées par des femmes. Donc, ça donne une idée du chemin qu'il y a à parcourir. Et nous, notre ambition, c'est l'équilibre, tout simplement, et c'est d'inventer notre entrepreneuriat et qu'il soit complémentaire avec celui des hommes et pour faire de belles choses ensemble. Bon, alors du coup, c'est nécessaire de faire ce Tour de France. Que va-t-il se passer à chaque étape? Il y a des temps forts, on imagine? Oui, bien sûr. Donc, on est à bord d'une caravane américaine, Airstream. L'objectif, c'est aussi de marquer les esprits. Et on est sur une grande place dans chaque ville. Donc, à Rennes, c'est place de la mairie, dès midi, jeudi. Et l'objectif, c'est bien sûr de renseigner toutes les entrepreneurs qui souhaitent avoir des informations sur l'entrepreneuriat, sur Bouge ta boîte. Venir aussi à la rencontre des bougeuses, puisque les entrepreneurs, on les appelle les bougeuses. Il y aura du beau monde jeudi. Exactement. Ouais. Et puis une conférence le soir à partir de 18h. De 18h à 20h, avec beaucoup d'invités inspirants qui nous parleront du jour où ils ont osé, puisque c'est le thème de la conférence. Alors, il y aura par exemple Mélissa Plaza, l'ex-joueuse de football professionnel, qu'on avait d'ailleurs sur ce plateau, la maire de Rennes, je crois, Nathalie Appéré. Exactement. Qu'attendez-vous de tous ces témoignages, de ces femmes qui justement s'affirment, se bougent? L'objectif, c'est d'inspirer les hommes et les femmes, puisque tous sont les bienvenus, évidemment. Oui, c'est important de le préciser. Oui, c'est très important de le préciser. Et puis de montrer que c'est possible. Je crois que tout à l'heure, on l'a montré sur le zéro déchet. Je crois que vous avez osé aussi. Le jour où on a osé d'un point de vue professionnel ou personnel, et de se dire, si ne serait-ce que quelques femmes ou quelques hommes dans la salle se disent, eh bien moi aussi je vais y aller, quel que soit le thème, eh bien je crois que ça contribue aussi à un monde plus équilibré, si tout le monde ose. Oui, en termes d'ateliers, il y aura des ateliers très concrets l'après-midi. Oui. Alors, les ateliers sont animés par les bougeuses qui sont entrepreneurs, ou par nous, Bouge ta boîte, ou par notre partenaire qui accompagne ce tour, qui est AXA, sur la protection du dirigeant, par exemple. Ce sont des choses dont on ne parle pas souvent. Sur être convaincante face à ses clients, par exemple, pour ma part. Ou encore, dans d'autres villes, bien maîtriser son
image. C'est vraiment en fonction des savoir-faire des entrepreneurs. Avoir des tableaux de bord efficaces, bien suivre son activité pour être rentable, c'est aussi une clé pour durer. Et peut-être des ateliers autour d'une entreprise peut-être plus écolo, en tout cas responsable, plus responsable. Et je crois que c'était le thème d'aujourd'hui. Et aussi le collectif qui pour nous a vraiment du sens. Et la sociocratie, c'est aussi ça. C'est du collectif pour devenir meilleur, apprendre, en tout cas tous les jours. Vous parliez de rôle modèle, Julie, j'ai envie de vous ressembler. Ah, merci, c'est très flatteur. Merci. Et un très beau projet, merci à vous. Merci, c'est gentil. Aurélie, quand on est une femme, c'est aussi simple d'oser, c'est ce que vous disiez par rapport à Julie. Bon, pour le défi zéro déchet, oui. Alors, il y a plus d'hommes ou plus de femmes? Parce que je crois en parlait tout à l'heure, justement. Dans cette démarche-là. C'est plutôt les femmes qui... je suis d'ailleurs assez surpris que pour une fois, ce soit un homme qui encourage sa femme à le faire. C'est assez surprenant. C'est ce que disait Nicolas aussi tout à l'heure. Il disait que c'est souvent les femmes qui le contactent. Et puis aux ateliers, on voit plus aussi de femmes que d'hommes, ouais. Il y a un gros travail à faire. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de filles qui se bougent, on le voit dans les épiceries vrac qui se montent, notamment les épiceries qui sont indépendantes. C'est quasiment que des femmes. Enfin, quasiment. Il y a quelques hommes qui doivent se balader par là, mais en tout cas, dans le Finistère et dans le Sud-Finistère, où moi je suis, c'est que des femmes, que ça. Donc, pensez que la femme est l'avenir de l'homme, alors il faudrait qu'on le note, ça, non? Ouais, ça peut être bien. Je pense que ça pourrait faire une phrase culte. Aragon, non? Je sais pas. Je sais pas. Vous avez quelques secondes pour chercher. On va tout de suite regarder le portrait d'une femme d'exception. Elle entend bien faire perdurer une tradition. Elle s'appelle Sylvie Eveline. Elle est l'une des rares femmes distillatrices encore en activité. On va tout de suite regarder son portrait signé Catherine Carlier et Thierry Breillet, qui l'ont rencontré en Ille-et-Vilaine à la Bazouge du désert. Dès 8h30 du matin, l'alambic en cuivre a commencé à fumer et il est prêt à distiller le cidre en eau de vie. Sylvie est aux manettes et c'est l'une des rares femmes en Bretagne à être distillatrice. Quand l'alambic est en chauffe, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Je vérifie toujours ma colonne si la partie basse est bien froide parce que je ne me fie pas forcément toujours à mon manomètre, parce que des fois qu'il pourrait tomber en panne. Donc c'est vrai que le toucher, c'est pas mal. Et puis je suis habituée, mon père le faisait, et je pense que l'habitude fait qu'on aime bien caresser cette partie de colonne. Voilà, c'est une habitude. C'est votre père qui vous l'a transmise? Complètement. Je crois qu'on a des gestes qui se perpétuent de génération en génération. Depuis 9 ans, Sylvie a pris la relève de son père et lui a transmis tous les secrets. Il faut 220 litres de cidre pour en extraire 20 litres d'eau de vie et l'alcomètre est essentiel. C'est le degré d'alcool que l'on peut gérer à l'aide de cette petite manette pour qu'il soit plus ou moins fort. Là, il est un petit peu en dessous de 60, donc je vais resserrer un petit peu mon robinet pour que ça puisse monter un petit peu. Parce que le client, il la veut à 65 là en fait. Il aime bien, il préfère avoir moins d'alcool, mais il aime bien avoir du degré. Ça peut monter jusqu'à combien? On peut aller jusqu'à 70, mais là, on ne fait pas. L'eau de vie coule, mais plus à flot, comme avant, à l'époque où il y avait des transmissions de privilèges. Maintenant, les clients comme Olivier doivent s'acquitter d'un droit de douane de 87 € pour distiller leur cidre. Mais pour lui, il est important de perpétrer la tradition. Bah tu soif Sylvie? Ah bah oui, une petite bolette de 6, ça va faire du bien. Malheureusement, il ne reste plus qu'un alambic. S'il n'y a plus d'alambic, à la limite, les pommes ou le jus de pommes, le cidre qu'on aura, on sera obligé de le jeter. Je suis peut-être le dernier à pouvoir faire de calva pour mes enfants et mes arrière-petits-enfants, puisque je bois du calva de mes grands-parents. Et je pense que ce que je fais là, on en consomme très peu, mais ce sera pour les générations futures. Pour l'heure, Sylvie espère bien continuer à faire chauffer son alambic dans les campagnes. Et ben voilà, jusqu'à 70 degrés. Mais bon, non, on ne fait pas quand même. Non, non, mais un très beau métier en tout cas. Très beau métier. Ces métiers qui sont dits d'hommes ou de femmes, j'imagine, Julie, que vous luttez contre les clichés. Tout à fait. Ça, c'est aussi un des axes. Nous, on est vraiment sur l'ouverture, donc on n'a pas du tout ces clichés-là. Et on rencontre des métiers incroyables, des métiers techniques, des métiers artisanaux aussi, de métiers qui se perpétuent comme ça. Donc nous, on est très curieux et c'est plein de bonheur tous les jours, en tout cas de métiers qu'on redécouvre.
Souvent. Bon, bah écoutez, on a bien noté donc ce rendez-vous du jeudi 19 septembre à partir de midi, place de la mairie à Rennes. C'est ça, venez nous rejoindre et surtout inscrivez-vous parce que c'est en nombre de places limitées. Très bien, sur bougetaboîte.com. Exactement. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va retrouver notre amie Billy. Tout à fait. Et Laurence, pour éviter le suremballage, on vous fait un lot de 2, puisque ce n'est pas un animal, mais deux que Billy va nous présenter aujourd'hui. Retrouvons-le à la SPA de Rennes. Allez, on y va. Billy, c'est à vous. Oh là 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 là. Bonjour Jennifer. Alors moi, comme vous avez bien vu, comme tous les jours, enfin souvent quand on présente les chats, je suis très à l'aise avec les chats. C'est mon truc. Bon là, ça va, ils sont à ma taille. Hein. Oui, ils sont tout petits. Alors là, on a 2 petits bonhommes, 2 petites filles. Qu'est-ce que c'est? C'est 2 petits bonhommes, c'est Pike et Bravos. D'accord. Voilà, c'est 2 petits chats qui sont actuellement en famille relais, c'est-à-dire en attente d'être mis à l'adoption. Bon, bah, donc ils sont déjà proposés. Ils sont en famille relais du coup chez un de nos collègues. D'accord. Et du coup, ils attendent une famille. On aimerait vraiment pouvoir les placer ensemble. Ah ok, d'accord. Oui. Donc là, c'est 2 frangins, une fratrie. Donc on cherche une maison pour pouvoir les mettre les 2 en même temps. Enfin, maison ou appartement. Voilà, à partir du moment où ils ont en tout cas un enrichissement suffisant pour pouvoir jouer, s'épanouir totalement. D'accord. Voilà, c'est des petits amours de petits chats qui sont habitués aux chiens en plus également et qui sont sociables avec les autres chats, les enfants. Enfin voilà, c'est vraiment des petits bouts d'amour. Alors attendez, moi il s'est barré le mien. Il fait une fugue. Pardon. Donc ces petits bonhommes-là, eh ben écoutez, si vous avez envie d'avoir une petite fratrie, en plus ils sont hyper jolis. Hein. Ils sont très beaux, ils sont très joueurs, très mignons, enfin vraiment manipulables. Ils sont habitués depuis. Là ils ont 2 mois. 2 mois, oui. Ils sont habitués depuis un petit moment à être bien manipulés. Donc voilà, c'est des chatons qu'on a eu tout petits, qui ont bien grandi et qui maintenant il est temps qu'ils trouvent une famille. Ça marche. Du niveau, comment ça se passe? Parce que je sais que quand on adopte un animal, normalement la stérilisation est toujours faite. Quand ils sont petits comme ça, c'est pas encore fait, hein, ils sont trop petits. Donc dans ces cas-là, on fait signer un engagement de stérilisation à la famille qui va les obliger à revenir du coup pour faire stériliser leur animal, que ce soit chat ou chien. En tout cas, ça reste une obligation. Parce qu'on ne le dira jamais assez, mais il faut stériliser les petits choux. C'est ça, on estime qu'il y a suffisamment de malheureux pour que nos malheureux fassent d'autres malheureux déjà. Exactement. Et puis il y a suffisamment d'animaux à sauver. Bon, bah là je crois qu'on peut avoir trop de mal à trouver une petite famille pour ça. Je pense pas, non. Et ben moi c'est un escaladeur, celui-là. Un escaladeur? Oula, un cascadeur, pardon. Cascadeur, c'est bon. Bonne journée, à bientôt. À toi aussi, Billy. Salut. Ouais. Merci. Ben, quelque chose me dit qu'ils ne vont pas rester longtemps à l'ASP, ces 2 petits chouchous là. Bon. Merci mais que beaucoup. la famille est obligée d'acheter de la litière en vrac. Ah ouais. Parce que il faut bien boucler avec croquettes. des croquettes en vrac aussi. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 10h45. On parlera entre autres de rééducation du périnée, un sujet qui concerne énormément de femmes, mais aussi des hommes, et ça on ne le sait pas forcément. Voilà, on apprendra pas mal de choses, vous verrez. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne. Leïla, Agoram et Éric Pinault se sont intéressés aux rives de la vallée de la Vilaine. Et puis ce sera l'heure de votre journal régional à midi. Très belle journée à vous tous sur France 3 Bretagne, Kenavo.